Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette présentation concernant les environnements de référencement. Cette présentation se destine notamment aux nouveaux venus dans le programme Ségur et son objectif, c'est vraiment de vous présenter les différents environnements que vous aurez à utiliser pour réussir votre référencement de vos solutions logicielles. Les règles de ce webinaire sont classiques, hein, c'est de couper vos micros et caméras euh, pendant les présentations. Vous pouvez poser vos questions et on vous y invite. C'est vraiment les questions généralement qui font la richesse de ces webinaires, hein, à travers le chat et en levant la main. Nous avons notre petite équipe assure le bureau pour bien suivre les questions qui seraient posées et on pourra organiser ça au cours du webinaire après chaque intervention pour bien cadencer les choses. Il y aura effectivement un replay, hein, c'est assez classique, hein. Vous aurez accès à ce replay à partir de votre espace authentifié, on en parlera un peu plus tard, et le support sera mis à votre disposition. Voilà, parce que des fois les replays c'est un peu long et d'avoir un support permet de retrouver le slide qui vous intéresse en particulier. Il est important de bien distinguer les différents statuts. Comme vous le savez, en vague 2, les statuts ont vraiment une notion importante à la fois pour le référencement, mais aussi ensuite hein, pour tout ce qui serait la partie financement. Là, on est vraiment sur le référencement, donc on s'adresse aux éditeurs de solutions logicielles. Voilà. Donc, pour la partie distributeur et opérateur, ça n'est pas l'objet de ce webinaire. On aura des sessions ultérieurement sur ces activités-là. Voilà. Donc, on est vraiment centré là sur le référencement au niveau du statut éditeur de la solution logicielle. Voilà. Donc, on va vous présenter les environnements, bien entendu, les modalités d'accompagnement. Et là, vous avez tous les experts qui ont été mobilisés avec lesquels on travaille. Et puis, bien entendu, la documentation vous sera mise à disposition via les slides à la fin. L'objectif, donc, on va décliner ça par étapes hein, du parcours, de manière à avoir cette logique-là. Donc, chaque expert va vous présenter l'environnement correspondant à son sujet, les spécificités de ces environnements et les modalités d'accès. Euh, Vous pourrez utiliser le support, ça c'est important. Le support sera vraiment un outil pour vous et il vous donnera accès à des ressources par les liens. Voilà, donc mettez vraiment ce support à disposition de vos équipes. À ce stade du programme Ségur Vague 2, nous avons les dispositifs en bleu là. Alors, la couleur n'est pas forcément super contrastée entre les deux situations, mais vous avez des guichets ouverts à la fois pour les établissements de santé, DPI et PFI, hein, plateforme d'intermédiation et dossiers patients informatisés. Pour les acteurs de la ville, donc le logiciel de cabinet, hein, LGC, voilà, qui est ouvert. Les autres métiers de la ville à ce stade sont encore au stade travaux en cours. Et nous avons la radiologie avec à la fois le dispositif RIS et Dreambox d'ouvert. Voilà. Donc ça fait quand même de l'activité pour vous. Je pense que vous êtes principalement de la ville et de l'imagerie présents à ce webinaire. Nous avons mobilisé nos experts, hein, donc Thomas et Salma qui gèrent le cœur du parcours avec Convergence et le référencement. Mike hein, qui représente toute l'activité messagerie sécurisée. Julie pour le CNDA, activité très importante, hein. Maël pour toute l'interop hein, et Laurent pour l'activité qui est très très impactante sur la vague 2 de ProSanté Connect. Donc vous avez vraiment les gens qui connaissent à fond ces sujets. N'hésitez pas à poser les questions au cours du webinaire. Ils sont là, ils sont mobilisés, il faut en profiter.
Le déroulé est le suivant, donc je vais passer la main là rapidement à mon collègue Thomas qui va prendre la suite avec le parcours de référencement. Merci beaucoup Armand. Donc, comme Armand vous l'indiquait, nous avons souhaité avoir une approche parcours où vous présentez les environnements et outils à utiliser dans le cadre d'une candidature au Ségur. Une, une candidature à un dispositif de référencement Ségur, et quel qu'il soit, se décompose en trois phases, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Donc, une première phase avec le dépôt du dossier administratif pour s'assurer de l'éligibilité de l'éditeur et de sa solution logicielle auquel il candidate. Une seconde phase avec le dépôt des preuves, où là, les équipes de l'ANS vont vérifier que les preuves qui sont déposées sont conformes au référentiel d'exigence minimale, qu'on appelle le REM. Et une troisième phase avec l'attribution du référencement, une fois que l'éditeur a fourni toutes les preuves et que les preuves sont conformes et validées. Pour entrer ensuite dans chacune des phases, la phase dépôt du dossier administratif qui s'organise en deux étapes. Une première étape qui concerne la candidature administrative. Durant cette étape, il est demandé à l'éditeur des informations sur le responsable légal de l'entreprise, sur le contact qui est en charge de gérer la candidature et sur l'entreprise proprement dite, ainsi que sur la version candidate. Comme je l'ai indiqué, le dossier administratif est composé d'une seconde étape, qui est l'étape éligibilité, où il sera demandé cette fois-ci à l'éditeur de fournir des informations sur le logiciel candidat, avec notamment le NIL-NIE à récupérer auprès du CNDA. On y revient par la suite. Une fois l'éligibilité prononcée, l'éditeur va pouvoir passer à la seconde phase, qui est la phase dépôt des preuves. Et là, le principe, c'est que l'éditeur va récupérer ses preuves auprès d'autres guichets et applications, pour certaines en parallèle et pour d'autres dans un ordre déterminé, avec notamment une habilitation en tant qu'éditeur LPS et proxy sur le guichet espace de confiance, ProSanté Connect, et ensuite en obtenant une homologation auprès d'une CNDA, en valorisant l'habilitation obtenue sur le guichet EDC PSC. Là aussi, nous y reviendrons en détail. Et une troisième phase, où là, une fois les preuves déposées et vérifiées par les auditeurs de l'ANS, le référencement est attribué avec un processus qui nécessite d'abord la signature d'une convention, un passage en collège de référencement. Le collège de référencement va rendre un avis favorable et ensuite l'éditeur obtient le référencement. Pour entrer maintenant plus précisément dans le parcours de candidature au référencement et sur les applications et plateformes sur lesquelles l'éditeur doit se rendre. Donc là, comme l'indiquait Armand, c'est sur la plateforme Convergence que l'éditeur va gérer sa candidature de bout en bout. Donc notamment pour renseigner les formulaires des deux étapes du dossier administratif et récupérer des preuves et les redéposer. Donc c'est Salma qui vous présentera en détail chacune des étapes sur la plateforme Convergence. Pour pouvoir accéder à cette plateforme Convergence, l'éditeur doit s'inscrire préalablement au fournisseur d'identité industrielle Santé Connect, ou ISC. Une fois inscrit à ISC, l'éditeur peut accéder également à d'autres applications, plateformes donc, qui vont lui servir dans la gestion de sa candidature, notamment Modco et Gazelle. Donc, il est aussi fortement recommandé de se rendre sur l'espace authentifié ou espace personnel du portail industriel. Cet espace authentifié, il est raccordé aussi à ISC et vous pourrez ainsi bénéficier d'informations personnalisées et vous pourrez accéder au support en lien avec la candidature. C'est Armand qui vous présentera plus en détail à la fin de ce webinaire tous les avantages de cet espace authentifié ou espace personnel de l'éditeur. L'éditeur sera ensuite sur la plateforme Convergence et là, il retrouve les étapes que je vous ai présentées tout à l'heure, à savoir une première étape avec la candidature administrative,
où il est demandé, notamment dans le cas où il est référencé vague 1, d'indiquer son numéro de référencement obtenu sur la plateforme utilisée en vague 1, donc win.io, et son attestation de référencement. À une seconde étape, donc l'étape éligibilité, l'éditeur doit récupérer des informations auprès du CNDA, donc notamment le NIE, NIL, donc le numéro d'identification logicielle et le numéro d'identification éditeur. Julie reviendra sur ces points. Il doit aussi récupérer sur l'espace de confiance du guichet ProSanté Connect le numéro unique de candidature. C'est Laurent qui vous présentera le guichet EDC PSC et la façon de récupérer cette information. Une fois cette seconde étape validée, l'éditeur passe à la phase dépôt d'épreuve. Et là, comme je vous l'ai indiqué, lors de cette phase de dépôt d'épreuve, l'éditeur doit récupérer des preuves auprès d'autres guichets et applications, pour certaines en parallèle et pour d'autres dans un ordre déterminé. Donc là, il va récupérer en parallèle sur Gazelle et Modco des preuves et il doit d'abord récupérer une habilitation sur le guichet des CPSC pour le faire valoir ensuite auprès du CNDA pour obtenir une homologation auprès du CNDA. Donc la troisième phase est la phase d'attribution du référencement avec donc un processus, comme je vous l'ai indiqué, en 3 étapes. Signature électronique de la convention dans l'outil YouSign, passage en collège de référencement pour validation définitive de la candidature et obtention du référencement. Et ensuite, l'éditeur retrouve sur la plateforme Convergence sa convention et l'attestation du référencement qu'il peut télécharger. Et tout au long de son parcours, peut-être pour terminer sur ce point, il va bénéficier d'un accompagnement sur l'espace authentifié, sur lequel il peut aller déposer des tickets en cas de difficultés rencontrées. C'est Armand qui reviendra plus en détail, comme je l'indiquais, sur la présentation de l'espace authentifié et tous les bénéfices à s'y inscrire. Pour revenir sur Industriel Santé Connect, donc Industriel Santé Connect est le fournisseur d'identité des utilisateurs. Voilà, on y est, c'est bon. Et le fournisseur d'identité des utilisateurs des entreprises du numérique en santé. Il repose sur un certain nombre de principes, notamment un enregistrement unique et sécurisé pour accéder aux services clés de l'ANS, et là dans une logique de dites-le nous une seule fois. Un accès centralisé, donc à toutes les applications utiles à la candidature au Ségur. Donc on l'a vu, espace authentifié, plateforme Convergence, outil Modco et plateforme Gazelle. Et une authentification unique, donc un single sign-on ou SSO, avec un seul compte. L'éditeur peut accéder donc à toutes ces applications une fois qu'il a renseigné ses identifiants sur IFC. Pour s'inscrire à Industriel Santé Connect, je peux passer la slide suivante. Merci. Il est nécessaire de choisir son rôle dans l'entreprise. Donc il y a 3 rôles identifiés, le rôle de mandataire, le rôle de responsable et le rôle de salarié. Donc le principe est d'inscrire en premier le mandataire ou le responsable légal de l'entreprise. Là, une vérification à la fois de l'entreprise et de l'identité du mandataire est faite à travers des outils dédiés. Et une fois inscrit, le mandataire a la possibilité de créer des comptes pour d'autres utilisateurs de l'entreprise. Pour faire une demande d'inscription en tant que représentant ou salarié, le mandataire social et son entreprise donc, doivent être préalablement enregistrés, vous l'avez bien compris. Et c'est ensuite que le mandataire social pourra valider les demandes d'inscription qui lui seraient faites par le responsable ou le salarié de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la main à Armand pour vous faire une première présentation de l'espace authentifié. Merci Thomas. Donc, une fois que vous avez ouvert les comptes sur ISC, on vous invite très fortement à créer vos comptes et profils sur l'espace authentifié. L'enjeu, alors il y a une administration des comptes qui permet aussi de gérer les droits par le responsable mandataire. Voilà, donc tout va bien sur la gestion des droits des différents comptes que votre entreprise aurait. L'intérêt de l'espace authentifié, c'est vraiment de vous offrir un moyen d'échanger avec l'ensemble de nos équipes à travers
les formulaires et d'échanger de façon confidentielle. Donc non seulement vous allez avoir des informations concernant votre profil, donc non seulement ouvrez des comptes, mais aussi renseignez bien vos profils pour savoir sur quel dispositif vous souhaitez être informé. Donc vous aurez des informations qui vous seront poussées de manière dédiée. Donc c'est vraiment ça l'espace authentifié, hein. C'est de communiquer avec vous de manière dédiée et confidentielle. Là où le portail est fait pour informer tout le monde, là vraiment c'est pour chacun, hein. C'est ça qui est important. Et notamment pour contacter nos équipes support, il faut passer par ces comptes. Alors, il faut donc que les personnes qui auraient des comptes pour votre entreprise utilisent les formulaires de demande. Ça, c'est très important. Derrière, nous avons un support qui est structuré pour suivre vos demandes. Si vous n'utilisez pas ce canal-là, évidemment, c'est plus compliqué pour nos équipes de suivre où on en est. Donc vraiment, utilisez ça. On reviendra plus en détail sur les autres fonctionnalités, mais c'est vraiment le premier message, hein. Ouvrez les comptes, renseignez les profils et utilisez ce canal pour recourir au support de nos différentes équipes experts. Merci. Merci Armand. Alors, au niveau de cette slide, nous allons introduire Convergence, qui est donc une plateforme jouant un rôle clé dans l'accompagnement des entreprises du numérique en santé, et ce, en facilitant leur mise en conformité avec la réglementation spécifique au secteur de la e-santé. Donc, en fait, la plateforme Convergence vous offre un accès structuré aux dispositifs de référencement Ségur notamment. Donc, elle s'articule autour de parcours déclinés en démarches. Donc, dans le cadre du Ségur du numérique en santé, ces parcours vous permettent d'accéder à des dispositifs spécifiques, comme vous pouvez le constater sur la slide. Donc, nous avons mis en évidence les différents dispositifs ouverts à date, à savoir le Ségur Vague 1 sans financement et Vague 2, comprenant donc les couloirs hôpital, imagerie, médecine de ville et espace de confiance Pro Santé Connect. Passons à la prochaine slide pour vous illustrer le parcours à suivre pour pouvoir accéder à la plateforme Convergence et ainsi candidater sur un dispositif Ségur. Donc pour ce faire, il vous faudra en premier lieu un compte ISC, comme cela a été évoqué par Thomas précédemment. Donc une fois que vous avez créé votre compte ISC, vous pourrez accéder à la plateforme Convergence via deux modes de connexion. Donc soit vous connectez directement à Industriel Santé Connect, donc ISC, et vous cliquez sur plateforme Convergence depuis la rubrique service, comme nous le démontre la première capture d'écran, soit vous cliquez sur connexion depuis la plateforme Convergence et vous vous connectez depuis ISC. Slide suivante du coup. Alors une fois connecté, vous allez choisir votre parcours Ségur du numérique en santé. Donc par exemple Ségur Vague 2 LGC. Vous créez votre produit en renseignant les éléments d'identification de votre produit de type nom de la solution, sa version, son NIL, etc. Donc, une fois que vous avez vérifié et validé votre produit, vous sélectionnez votre démarche, donc LGC Vague 2 pour rester dans la continuité de notre exemple. Vous rattachez ensuite votre produit à la démarche en sélectionnant le produit concerné par cette démarche, comme on peut le voir dans l'encadré de la capture d'écran. Avant d'accéder au tableau de bord de candidature, vous aurez à lire attentivement la charte de référencement, reprenant le déroulement des étapes clés du référencement, mais aussi les droits et devoirs de chaque partie prenante. Donc, vous devrez ensuite cocher la case qui fera office de validation et d'acceptation de votre part. Vous confirmez ensuite l'inscription de votre produit à la démarche LGC Vague 2, pour rester dans notre exemple, et vous pourrez ainsi démarrer votre candidature et accéder à la phase 1 du parcours de référencement, qui est la phase dépôt administratif. Donc, comme vous l'a indiqué précédemment Thomas, le dépôt du dossier administratif comprend deux formulaires, soit deux étapes sur la plateforme Convergence, donc celui concernant la candidature administrative et celui concernant l'éligibilité. Donc, au niveau de cette slide, on va parler plutôt de l'étape candidature administrative. Et donc, à cette étape, l'équipe de vérification AINES vérifiera la conformité des informations transmises concernant votre entreprise et votre solution candidate, telles que, comme l'a dit Thomas, dénomination sociale de votre entreprise, informations relatives au responsable légal ou version de la solution, par exemple. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là?
Et il y a une question posée par l'éditeur Orisha, Madame Thiel, hein, sur, en fait, si Madame Orisha souhaite la repréciser, sa question, si je comprends bien, c'est de savoir faire le point sur qui était mandataire, responsable et salarié au cours de la vague 1. C'est ça, Madame Thiel, j'imagine? Ah oui, pas d'accès au Il micro. y a pas de... Bon, Armand, on peut prendre le point et Voilà, répondre voilà. après le webinaire. On précisera quels étaient les comptes associés la, à la vague 1. Merci Sans beaucoup. difficulté, on partagera les informations. Parfait. Bah, écoutez, on peut passer à la suite. On a quelques questions là qui arrivent. Alors attendez, voilà. Nous avons une question de Monsieur Toth. Pouvez-vous centraliser les infos éditeurs, NIE, NRU, etc. Voilà. Donc tous ces éléments. Donc Monsieur Toth nous dit que c'est assez pénible de chercher les infos dans les différents sites pour en alimenter un autre. Donc bien noter cette info. Nous allons regarder ça. J'ai pas là tout de suite une réponse à vous donner, mais j'ai bien noté la question. Question de Madame Virginie G. Je ne sais pas qui est Virginie G. Bon, il faut avoir fait les implémentations logicielles avant d'en demander le référencement. On peut le faire en parallèle. Alors là, il faudra repréciser. Je ne suis pas certain de comprendre de quoi on parle quand on parle de implémenter les implémentations logicielles, hein. Euh, d'accord. On ne peut pas repartir. Alors, Monsieur Levrard, hein, on ne peut pas repartir de nos informations de la vague 1. Ça, c'est une question, Salma et Thomas. Je pense qu'il s'agit toujours de savoir qu'est-ce qui peut être repris de la vague 1. Je pense que vous allez éclairer ça un peu au cours de la présentation. Nous avons une autre question. Dans l'étape administrative, il manque le numéro DataPass. Vrai sujet, ça, effectivement. Je pense que là, Laurent pourra intervenir. Où trouver les référents? Hop là. Ah, donc, toujours encore une autre question sur le DataPass. Donc là, Laurent, je te laisserai répondre, hein. Où trouver les référents salariés, etc. Donc là, ça rejoint la première question sur l'administration des comptes. Faut-il avoir fait tous les développements sur nos logiciels à certifier avant d'amorcer la demande de référencement? Ben, là, Salma, tu répondras. On a déjà eu ce type de questions. Qui peut-on contacter pour toutes nos questions liées à Convergence? Ah ben, vous êtes au bon endroit, je pense que voilà. Nous équipons plusieurs centaines de praticiens sur le Juste, ouais, terrain et avons excuse-moi, deux Armand, juste problèmes majeurs. Voilà. Au cours de non, alors là, une très très longue question, hein. Nous ne devons pas candidater, ok, on reviendra là-dessus. On ne traite pas les situations particulières au cours du webinaire, mais on a bien noté ce que vous nous inscrivez. Ok, donc est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des questions à laquelle vous souhaitez apporter des réponses maintenant, Thomas et Salma? euh, peut-être oui, à la question à qui peut-on contacter toutes les questions liées à Convergence, on renverra l'adresse support. Ouais. On va l'indiquer directement dans le chat. Où trouver les références salariés? Quelle URL? On ne trouve pas ça dans industrialisanté.gouv.fr. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est au niveau de votre entreprise. Donc, dans votre entreprise, il y a le mandataire social ou responsable légal, des responsables de la candidature et des salariés qui seront amenés à travailler sur cette candidature. Et donc, c'est de cette façon-là que nous avons construit l'ISC. Donc, comme je l'indiquais, pour pouvoir créer le premier compte sur ESC de votre entreprise, on fait une double vérification. Vérification de l'existence de l'entreprise à travers un CABIS
et existence de l'identité du mandataire social. Et à la suite de cette inscription, là, les responsables de la candidature ou autres salariés qui seront mobilisés pour gérer cette candidature peuvent venir s'inscrire. Donc ça n'a pas de lien avec industriel e-santé.gouv.fr. C'est vous qui devez vous inscrire donc dans cet ordre déterminé, tel que je l'ai présenté. Et sinon, vous pouvez vous référer au guide d'utilisation de IST qui précise chacune de ces étapes et qui est indiqué dans le support. On a une question sur laquelle je pense qu'il y a un intérêt, c'est de confirmer la gestion par chapitre du dépôt d'épreuves grâce à l'environnement convergence. Donc là aussi, je pense, Salma, tu peux... Je pense qu'on y reviendra par la suite parce que ça fait partie des prochaines slides à venir, notamment avec l'étape 2, dépôt de preuves. Ça répondra à la question des chapitres. Et bien alors, du coup, passons à la suite. Merci beaucoup. Je disais, donc, une fois que l'équipe de vérification à INES vérifiera la conformité des informations transmises au niveau de votre formulaire administratif, elle vous validera donc cette étape et vous pourrez accéder au second formulaire, celui de l'éligibilité. Parmi les prérequis de cette étape, vous devrez nous renseigner les numéros uniques de candidature, donc les NRU, donc éditeur de logiciel utilisateur et de votre proxy. Et donc, ces NRU sont à récupérer au niveau du guichet Espace de confiance Pro Santé Connect, mais je laisserai Laurent y revenir par la suite sur comment obtenir ces fameux NRU. Vous devrez également récupérer certains éléments auprès du CNDA, à savoir le numéro d'identification éditeur, NIE, et le numéro d'identification logiciel, NIL. Et à ce propos, je cède la parole à Julie du CNDA qui sera plus à même de vous expliquer la démarche à suivre afin de les récupérer. Merci Salma. Sur cette slide, je vous présente les étapes pour inscrire votre société auprès du CNDA. Pour vous s'inscrire, commencez par vous connecter au portail CNDA et compléter le formulaire en ligne. Une fois l'inscription validée, vous recevez un numéro d'identifiant éditeur ainsi que vos accès au portail sécurisé. Vous pourrez ensuite connecter et consulter les documents contractuels, les packages de test correspondant à vos périmètres de conformité. Pour créer votre logiciel, il y a une fonctionnalité création de logiciel qui vous permettra donc de pouvoir récupérer votre NIL. Après validation, vous récupérez donc le numéro d'identifiant logiciel. Je vais maintenant passer la main à Laurent pour le guichet EDC PSC. Oui, merci Julie, bonjour à toutes et tous. Alors, donc effectivement, on va voir comment récupérer ce fameux numéro DataPass qui est très demandé a priori. Donc ce numéro DataPass, vous allez l'obtenir en effectuant une demande d'accès à l'API Pro Santé Connect sur le catalogue data.gouv ou anciennement API.gouv, qui est un catalogue d'API proposé par la DINUM. Sur lequel vous allez retrouver Pro Santé Connect et vous allez pouvoir faire une demande d'accès à l'API Pro Santé Connect. Et dès le moment où vous effectuez cette demande, vous avez le numéro de la demande qui est ce fameux numéro DataPass que vous donc retrouverez sur le site data.gouv. Pro Santé Connect, c'est le moyen par le... Pardon, je termine un petit peu sur ce slide. Pro Santé Connect, pour expliquer, c'est le moyen par lequel vos utilisateurs vont s'authentifier sur votre service ou sur votre logiciel. C'est un moyen qui utilise le standard OpenID Connect. Et pour répondre à la question de M. Joël Brouzet, c'est le DataPass du Pro Santé Connect communautaire. Alors, si vous avez déjà effectivement enregistré votre service sur Pro Santé Connect, vous avez déjà l'accès à l'API Pro Santé Connect au niveau communautaire, vous pouvez, et que c'est le même service que vous souhaitez enregistrer ici pour l'espace de confiance, vous pouvez conserver le même numéro DataPass que vous avez déjà, effectivement.
Et on peut, je pense, passer au slide suivant. Merci. Alors, une fois que vous avez votre numéro de DataPass, vous allez pouvoir vous inscrire sur le guichet ProSanté Connect de la plateforme Convergence, sur lequel ce numéro de DataPass vous sera demandé. Et en vous inscrivant sur la plateforme Convergence, vous allez obtenir un autre numéro qui est votre NRU, numéro de référencement unique, qui est voilà, celui qui est encadré en rouge sur la copie d'écran. Là aussi, dès que vous effectuez votre demande, dès que vous commencez à vous inscrire sur le site, vous avez tout de suite le numéro de candidature, qui est un numéro constitué de 10 lettres, en fait, hein, que vous voyez ici, et que vous retrouvez donc sur le guichet, sur votre dossier. On peut passer à la suite. Alors, les guichets espaces de confiance ProSanté Connect, ce sont les guichets qui vont vous permettre donc d'obtenir une habilitation qui va vous permettre donc d'être référencé au niveau espace de confiance pour votre accès ProSanté Connect et d'accéder ainsi aux API ProSanté connectés. Et en particulier, donc pour tout ce qui est les API, les téléservices de l'assurance maladie, sur cet espace, vous allez également obtenir l'autorisation d'accès aux environnements de test des acteurs de l'espace de confiance sur le CNDA. Donc après validation du chapitre appelé prérequis maturité technique sur ce guichet. Qui peut candidater? On a 2 guichets sur cet espace de confiance ProSanté Connect. Le guichet éditeur, pour les candidats qui conçoivent et qui développent une solution d'un logiciel utilisateur et ou d'un proxy. Vous pouvez avoir les 2 rôles à la fois, logiciel utilisateur et proxy, ou bien ne développer que l'un des 2. Vous êtes juste éditeur de logiciel utilisateur ou juste éditeur d'un proxy e-santé. Donc, dans tous les cas, vous passez par ce guichet éditeur. Et le guichet opérateur, c'est pour les candidats qui déploient et maintiennent en production un logiciel utilisateur et ou un proxy e-santé. Et ça va vous permettre également de vous envoyer auprès de l'agence de service de paiement si vous êtes concerné pour les opérateurs de services utilisateurs. Je vois une question. Donc, Gabriel, vous nous dites, c'est ce que j'ai fait, mais il demande des documents législatifs. Vous parlez de la demande pour DataPass, je suppose? Oui. Alors, sur DataPass, donc DataPass, je vous dis, donc c'est un service proposé par la DINUM qui va vous demander effectivement certains documents pour enregistrer ou identifier en tout cas votre société. Donc là, voilà, c'est sur le service DataPass et vous allez fournir les documents qui sont demandés sur le site data.gouv. Alors, du coup, c'est pas très clair, le éditeur et opérateur. D'accord, on va essayer de préciser. Si vous intégrez un proxy habilité, est-ce que vous êtes éditeur ou opérateur en l'intégrant dans votre solution LGC? Alors là, vous êtes éditeur d'un logiciel utilisateur qui est votre solution LGC. Et vous allez, si vous intégrez un proxy d'un autre industriel, vous restez quand même, vous, de votre côté, éditeur. Et si vous opérez ensuite votre propre solution, vous aurez les 2 rôles à la fois. Vous serez à la fois éditeur et opérateur ensuite de votre solution LGC. Oui, je pense que je me permets d'intervenir. Je pense que ce point, j'ai mis tellement de temps à moi-même être sûr de la façon de formaliser ça. Le stade opérateur ne fait pas partie de ce webinaire. Ce stade opérateur intervient dès lors que vous êtes dans la phase de déploiement, c'est-à-dire en fait dès lors que vous êtes enrôlé auprès de l'ASP, vous déposez vos bons de commande et vous déployez dans le cadre du programme Ségur. Donc voilà, là on est bien sur le programme Ségur et le stade opérateur n'est pas dans le périmètre de ce webinaire. On fera des sessions dédiées à ça pour toute la partie du financement liée au déploiement. Donc le meilleur moyen de vraiment faire la différence entre les deux, c'est de savoir qui déploie et opère, comme son nom l'indique, les solutions logicielles en termes de services. Merci Armand. Donc, est-ce qu'il faut faire les 2 guichets? Ça, je ne sais pas si on en parle tout de suite ou si ce sera plus tard.
On le fera plus tard, hein. Et là, on est vraiment sur la partie référencement. De toute façon, une solution logicielle ne peut pas être déployée comme un service utilisateur tant qu'elle n'a pas été référencée. Donc là, on est vraiment sur la première étape. Il faut que la solution logicielle soit référencée pour que ensuite elle bénéficie du financement de la vague 2 pour les opérateurs, pour ceux qui se présenteraient au guichet de l'ASP avec, comme on le dit, disposant du statut opérateur. Mais ce n'est pas la partie de ce webinaire. D'accord. Merci. Et une question de Caroline Gaudin. Dans la candidature administrative, il est demandé les NRU éditeurs EDCPSC et proxy EDCPSC. Faut-il indiquer ces deux numéros obligatoirement? Ça peut-être que, Salma, je ne sais pas si tu sauras mieux répondre que moi. Oui, alors effectivement, on demande bien de préciser ces deux NRU. Alors sur la plateforme Convergence, effectivement, ce n'est pas une donnée obligatoire, mais il est fortement recommandé quand même de la renseigner pour qu'on puisse justement croiser vos deux candidatures Ségur et DCPSC. Voilà. Et une autre question de Benoît Joly. Quand on utilise deux composants additionnels qui sont chacun des proxys e-santé, la déclaration ne permet pas vraiment de faire la déclaration proprement. Je ne saurais pas trop vous répondre là-dessus. Là, je pense que vous déclarez vos composants additionnels sur le guichet, et puis on les prendra en compte. Vous devriez fournir deux NRU, un pour chacun des proxys. Ah, et ça, c'est peut-être pas pris en compte sur le guichet, les deux NRU, si vous avez deux composants additionnels qui sont des proxys, je ne sais pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau référencement, on référence un couple éditeur-utilisateur et proxy. Donc, si vous avez deux proxys, il faudrait candidater deux fois sur le Ségur. D'accord, merci Salma. Merci. Donc, je crois que c'est bon. Je vais laisser la main ensuite. La partie suivante. C'est à moi, du coup. Allez, Salma. Donc, passons à l'étape 2 du parcours de référencement, à savoir le dépôt de preuves. Donc, si votre candidature est considérée donc éligible, l'équipe de vérification vous validera l'étape d'éligibilité et la phase de dépôt de preuves sera donc débloquée. Donc, en fait, durant cette phase, l'ensemble des preuves attendues décrites dans le référentiel d'exigence minimale de votre dispositif doivent être obligatoirement déposées sur la plateforme Convergence. Donc, ces exigences couvrent un ensemble de chapitres comprenant le dépôt des habilitations éditeurs logiciels obtenues au niveau du guichet éditeur EDCPSC, ainsi que les homologations CNDA que vous obtiendrez auprès du CNDA. Donc, pour ce qui est de la manière avec laquelle vous pourrez récupérer ces éléments, mes collègues Laurent et Julie vous l'expliqueront par la suite. Donc, le dépôt de preuves se fait chapitre par chapitre, selon la catégorisation présente sur la plateforme Convergence et indiquée également dans le référentiel d'exigence minimale. Donc, l'affichage de ces chapitres et des exigences associées est conditionné par les profils sélectionnés au niveau de l'éligibilité. Et donc, pour répondre à la question de M. Levrard, je vous confirme, les chapitres sont vérifiés indépendamment des autres. Donc, votre dépôt peut se faire chapitre par chapitre. Donc, les preuves à déposer plutôt sur Convergence seront sous différents formats, selon le besoin, à savoir vidéo, capture d'écran ou log, etc. Il y en aura d'autres. Dès lors que vous déposerez vos preuves et soumettrez vos chapitres sur la plateforme Convergence, nous serons automatiquement notifiés pour traitement. Vous aurez également à récupérer, comme l'a dit Thomas précédemment, des preuves sur d'autres applications, notamment l'application Gazelle pour les tests d'interopérabilité, ainsi que des preuves en lien avec la MSS Santé via l'outil Modco 2. Donc, je laisse à ce propos la parole à Maëlle, suivi de Mike, pour vous présenter ces applications et vous expliquer comment récupérer ces preuves. Merci Salma. Donc, comme Salma vous l'a indiqué, un certain nombre de preuves concernent des preuves d'interopérabilité. Ça représente entre 10 et 20% des preuves selon les guichets. Pour pouvoir se faire récupérer le lien permanent qui est demandé dans la plateforme Convergence, vous allez devoir accéder à la plateforme interop.référencement.esanté.gouv.fr.
vous y avez accès à partir du moment de la stade 2 et avec votre compte ISC, quoi, en fait, hein. Ce qu'on vous a remis ici, c'est le lien vers la plateforme, le mode opératoire qui est dédié au référencement et un ensemble de jeux de données, quoi, en fait, avec un lien avec un ensemble de jeux de données qui vont vous permettre de faire quoi, en fait, de vous aider dans la phase de développement et de conception. Donc, la plateforme, je vais me remettre dans le conversation, qui est la plateforme dédiée au référencement, quoi, pour pouvoir déposer l'épreuve dans Convergence. Et je vous remets le lien dans la conversation en même temps vers le mode opératoire qui est vraiment dédié au référencement et qui est très spécifique à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. Et on peut prendre les questions sur tout ce qui concerne l'interop ou l'espace de test maintenant. Peut-être passer à la suite, autrement je reste disponible, Salma, dans... OK. Première question, bonjour. Est-ce que la connexion ISC pour Gazelle est fonctionnelle? Oui, la connexion ISC Gazelle est fonctionnelle. C'est bien par ce mode-là que vous devez vous connecter à la plateforme de référencement. Vous signalez, Madame Gaudin, que c'est KO depuis fin août. Est-ce que je vais prendre... on va regarder, quoi, en fait, et je vais envoyer un lien, quoi, en fait, pour pouvoir nous indiquer, quoi, en fait, les dysfonctionnements que vous rencontrez. Il y a une question de Madame Alain Gary. J'ai pas vu. De composants additionnels, voilà, on devrait, nanana, ok. Donc, on est, je vais faire une réponse, mais corrigez-moi, mes collègues experts, si je dis une bêtise, hein. On est dans la vague 2, on est vraiment sur la dimension solution logicielle. Si vous regardez la définition dans les DSR d'une solution logicielle, c'est composite, c'est un ensemble qui se compose d'un composant principal, le LPS, d'un composant proxy santé et potentiellement de composants additionnels. Voilà. C'est un ensemble. Donc, effectivement, si vous avez un LPS avec un proxy et le même LPS avec un autre proxy, ça fait deux solutions logicielles. Et donc, vous devez les présenter séparément l'une et l'autre. Salma, j'ai dit une bêtise ou pas? Non, c'est très bien. J'étais en train de rédiger la réponse, mais c'est effectivement ce que j'allais dire. Alors, j'en profite, j'ai relu à nouveau la question. Il y avait une question, si je suis éditeur et opérateur, est-ce que je dois passer les deux référencements? Alors, je comprends la question. La réponse est la suivante. Il faut qu'une solution logicielle soit référencée Ségur. Et pour pouvoir être déployé et bénéficier des financements, il faut aussi disposer ensuite, puisque si la solution logicielle n'est pas référencée Ségur, bah, l'accès au financement de la vague 2 ne sera pas jouable. Il faudra ensuite que ça soit pour l'éditeur principal ou ses distributeurs disposer de l'habilitation opérateur. Donc oui, pour aller sur le déploiement avec les financements de la vague 2, il faudra aussi disposer de l'habilitation opérateur. Mais on n'en parle pas au cours de ce webinaire. Mais vous avez raison de reposer la question parce que c'est effectivement quelque chose qui s'ajoute dans le contexte de la vague 2, hein. Donc, référencement et en référencement au niveau éditeur d'une solution logicielle, et ensuite, pour bénéficier au moment des déploiements des financements de la vague 2, il faut disposer de l'habilitation opérateur de service utilisateur. Et je rajouterais également que si vous êtes candidat sur le Ségur, vous devrez obligatoirement candidater sur le guichet éditeur de l'espace de confiance ProSanté Connect pour pouvoir obtenir, on verra ça par la suite, hein, ce sera présenté par Laurent, mais pour pouvoir obtenir votre homologation CNDA, qui vous permettra d'être référencé Ségur, du coup, pour compléter votre dossier de preuve au niveau Ségur. Donc on y reviendra par la suite.
Je ne sais pas si j'étais claire. Je suis en train de prendre toutes les questions. Salma, il y a juste une question que peut-être que vous pourrez répondre. C'est Sophie Landini. Comment faire pour déléguer des collaborateurs pour déposer les preuves? Et il faudrait avoir des comptes de compte ISC, mais je laisse peut-être Thomas Oui, tout à fait. expliquer. Donc, il faut avoir un compte ISC pour chaque salarié collaborateur qui serait amené à participer à la gestion de la candidature. Et une fois sur la candidature, vous pouvez rattacher le salarié à cette candidature avec le premier compte créé. On va vous envoyer un mode opératoire pour que vous puissiez voir chacune des étapes à réaliser pour le permettre. Donc, on peut passer à la suite du webinaire. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, ici, le sujet, c'est ModeCo 2. Donc, ModeCo 2, en fait, est un environnement qui représente un opérateur MS Santé de référence qui présente une API LPS. Et l'objectif principal de ModeCo 2, c'est de vous accompagner justement dans la mise en place de l'API LPS. Donc, en résumé, ModeCo 2 va présenter un certain nombre de tests à effectuer entre lui et votre application. Et chaque test correspond en réalité à une exigence qui est présente dans le référentiel 2. Donc, au-delà de cet accompagnement technique et fonctionnel qu'effectue ModeCo 2, il vous permettra également de fournir vos preuves pour les différents couloirs de référencement qui présentent un axe MS Santé pour le Ségur Vague 2. En termes de prérequis, avant d'arriver sur ModeCo 2 ou avant même de commencer vos tests, déjà, il y a l'éligibilité de votre solution à travers Convergence. Donc, il faut avoir un compte ISC, il faut être au sein de Convergence, il faut que la solution soit associée à une démarche. Et j'aurais pu le marquer là, ici aussi, il faut que vous ayez les droits de consultation au sein de Convergence sur cette solution. Sinon, vous ne pourrez pas visualiser votre solution au sein de ModeCo 2. ModeCo 2 hérite des droits que vous avez au sein de Convergence. Et donc, pour pouvoir jouer aussi un certain nombre de tests au sein de ModeCo 2, vous avez besoin d'identités de tests qui sont issues des CPS de test. Notamment, je aura quelques détails sur les slides d'après, mais vous avez besoin de 2 identités, une identité de test, toujours, de personnes physiques et une identité de test de personnes morales. Et sur la droite de la slide, vous avez le lien vers les ressources, déjà le lien vers ModeCo 2 directement. On y arrive par authentification à travers ISC, voilà, comme ça a déjà été dit, et la documentation technique couvrant ModeCo 2. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Donc, là, c'est l'écran d'accueil de ModeCo 2, une fois que vous avez passé l'authentification ISC. Sur la gauche, vous retrouvez une capture d'écran des informations de Convergence, lorsque vous affichez les différentes solutions que vous avez, est encadré en rouge la référence produit qui correspond au NIL chez nous. Alors bon, il faut avouer qu'on n'a pas été très inspiré de choisir NIL, un peu comme le CNDA, parce qu'on a eu beaucoup de questions voilà, afin d'éclaircir des questions, est-ce que c'est le NIL du CNDA qu'on doit renseigner ou pas? Écoutez, je remets cette précision ici. Non, le NIL dont on parle ici, alors il faudrait peut-être qu'on évolue de notre côté d'ailleurs. Le NIL ici correspond à la référence produit que vous avez au sein de Convergence. Mais je vous rassure, lorsque vous sera demandé de renseigner ce NIL dans ModeCo 2, ce qu'on a fait pour éviter toute confusion,
il y a une liste déroulante des solutions que vous avez inscrites au sein de Convergence. Donc, ce champ-là, aujourd'hui, n'est plus en libre accès. Vous choisissez votre solution au sein de ce que vous avez saisi dans Convergence et la référence sera automatiquement rapatriée. Et pour pouvoir jouer les tests, là, comme je le disais précédemment, voilà, on vous demandera de renseigner les identifiants issus de la carte de test que vous avez. Et ce sont ces identifiants-là qui seront analysés, vérifiés au sein des différents jobs. Donc, je reprécise, hein, il faut que vous ayez les droits de consultation du logiciel que vous essayez de tester au sein de Modco. Il faut que vous ayez ces droits-là au sein de Convergence. Si vous avez ces droits au sein de Convergence, vous pourrez les consulter ici. J'insiste parce que on peut avoir un administrateur, un représentant légal qui effectue les démarches administratives sur Convergence, hein, enrôle les logiciels, et après, ce sont des équipes éventuellement un peu plus techniques qui vont, elles, se connecter à Modco 2 pour faire les tests, et les profils qui vont arriver sur Modco 2 n'ont pas forcément, voilà, on n'a pas pensé à mettre les droits au sein de Convergence. Donc, il faut bien penser à ce point-là. Et dernier point, avant d'aller sur la slide d'après, c'est que voilà, cet écran vous permet d'en saisir autant de solutions à tester au sein de Modco 2. Et vous pouvez, je réponds à la question, même si elle n'a pas été posée, vous pouvez utiliser les mêmes identités de test, quelles que soient les solutions que vous enregistrez au sein de Modco 2. La même identité peut être utilisée sur plusieurs logiciels. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Merci. Donc, une fois que vous avez enregistré vos logiciels et que tout à droite, là, il y avait le bouton accéder à l'outil, ben, à gauche, hein, la copie d'écran qui est à gauche, représente ici les différents jobs, hein, les différents jobs qui sont présents. Et donc, si on veut rentrer dans le détail, vous avez deux types de jobs, hein, les jobs qui vont être liés aux identités de personnes physiques, donc tout ce qui concerne les BAL, MS santé personnelle et organisationnelle, et des jobs liés aux BAL applicatives. BAL applicatives, donc ces fameuses boîtes aux lettres auxquelles les robots se connectent pour faire des envois en masse. Donc, vous avez 18 jobs pour ces BAL per org et 16 pour les BAL app. Et donc, ces tests unitaires-là vont vous permettre de valider à l'unité, d'accord, ces différentes exigences que vous allez retrouver dans le REM. Et je veux dire, au final, vous avez les cas de tests de référencement. En résumé, ces tests de référencement vont lancer de manière automatique à la suite tous les tests unitaires. Donc, en une seule fois, si vous êtes sur le référencement des BAL personnels, ce job de référencement va lancer les 18 ou éventuellement le 16 si vous êtes sur les BAL applicatives. Donc, je le dis très rapidement, qu'est-ce qui se passe en fait lorsque vous lancez des jobs? Vous générez beaucoup de logs, et ici, Modco 2, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse les logs pour voir si vous êtes conforme aux exigences, à l'exigence à laquelle vous essayez, à l'exigence que vous essayez de valider plutôt. C'est ça le principe de Modco 2. Je veux bien la slide d'après, s'il vous plaît. Et donc, dans cet environnement Modco 2, en plus de l'écran de lancement de job, vous avez accès à un webmail. Voilà, vous avez accès à un webmail qui vous offre 2 boîtes aux lettres. Voilà, une boîte aux lettres pour personnes physiques, donc une boîte pair ou org, voilà, authentification avec un identifiant de personne physique, et une boîte aux lettres applicative à authentification avec certificat. Et donc, ces boîtes aux lettres sont accessibles soit fonctionnellement à travers le webmail que vous avez là, soit par interface APLPS. Et donc, typiquement, un certain nombre des jobs dont je parlais précédemment consistent à envoyer des mails à travers ce webmail-là. Donc, soit fonctionnellement, soit par interface pour vérifier que vous savez accrocher comme il faut une API LPS et tous les éléments techniques qu'il y a à valider autour. Donc, en résumé, de manière très macro, voilà en quoi consistent les jobs à effectuer sur Modco 2. Donc,
là, c'était la dernière slide et on va passer à la partie questions. Alors, je vais me rendre dans le chat pour voir s'il y a des questions. Oui, tu as fait un succès sur les questions, je crois, Ah Mike, oui, donc je te laisse les traiter. d'accord, très bien. En les lisant au départ, parce que on a eu la remarque que c'est bien de lire la question dans les replays. D'accord, très bien. Donc, je pense que la première question, c'est celle de Michael. Bonjour, si nous sommes déjà interopérables avec MS Santé, doit-on faire tout cela? Alors, si vous êtes déjà branché MS Santé conforme, il faudra nous confirmer que vous l'êtes à travers les preuves que ModCode2 va vous fournir. Donc, si vous êtes déjà MS Santé compatible, ben, ça devrait être quelque chose d'assez rapide à faire. Donc, la réponse est oui. Dans les couloirs auxquels vous allez candidater, ben, il faudra quand même voilà, apporter ces preuves-là. Ensuite, il y a Polto. En face des codes MSPLPS, pouvez-vous mettre un commentaire en français au lieu de remettre ce même code? Alors, lorsque justement vous allez dans le job que vous souhaitez lancer, le test, ben, vous avez un texte voilà, qui donne des précisions sur l'exigence que vous allez passer. Donc, ce n'est pas juste la codification et ça s'arrête là. Non, non, vous avez un texte qui accompagne le job à lancer. Alors, bonjour, dans le cadre du couloir médico-social, il se peut que les professionnels n'aient pas de carte CPX physique, mais uniquement des ICPS. La plateforme analyse permet de créer des ICPS de test. Côté mode code 2, pouvons-nous utiliser ces identités édites et non pas une CPS de test? Alors, oui, les identités édites vont fonctionner, mais il y a une problématique, c'est que lorsqu'on parle d'identité édite, vous avez que de la personne physique et pas de personne morale, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je le dis quand même sous contrôle de Laurent, donc n'hésite pas à me corriger éventuellement. Oui, dans Edit, effectivement, d'ailleurs, comme sur Pro Santé Connect, hein, ce sont uniquement des identités de personnes physiques. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, en résumé, si vous utilisez une identité qui sort d'Edit, ben, vous ne pourrez que valider la moitié des tests, donc uniquement sur les personnes physiques. Éventuellement, peut-être que dans votre contexte de candidature, ce serait suffisant. Mais voilà, je préviens, parce que mode code 2, voilà, vous avez deux axes, les personnes physiques, les personnes morales. Donc, dans votre cas, vous ne pourrez valider que les personnes physiques. Donc, je continue. Alors non, ça, c'est plutôt une réponse de Maël. Et la dernière? Et pardon, excuse-moi, Ah, Mike, je peux peut-être apporter oui, une précision sur Edit, bien sûr. puisque nous avons ajouté une fonctionnalité il y a quelque temps qui permet d'enregistrer une carte CPS de test, enfin, d'enregistrer vos coordonnées de contact sur l'identifiant d'une carte CPS de test. Ce qui fait que si vous n'avez pas les moyens d'utiliser la carte, vous n'avez pas de lecteur, etc., vous pouvez enregistrer vos coordonnées de contact et activer ainsi une ICPS de test à partir d'un identifiant d'une carte de test que vous aurez commandée auprès de l'ANS. Très bien. Merci Laurent pour la précision. Alors, je continue. Alors, bonjour Magali. Bonjour, est-il à présent bien possible de disposer de plusieurs comptes de test pour un même produit? Alors, la réponse est, si j'ai bien compris ta question, c'est est-ce que plusieurs personnes, alors je te laisserai préciser Magali, est-ce que plusieurs personnes peuvent accéder à ce même compte mode code 2 pour pouvoir faire les tests? Alors, la réponse est oui, si j'ai bien compris ta question, Magali. Sinon, ben, je veux bien que tu la précises dans le chat pour que j'essaie d'apporter les précisions nécessaires. Ensuite, Madame Aurore Thiel, faut-il bien compte sur Mélise rattachée à la carte CPS? Alors, concernant Modcode 2, non. Non, non. Modcode 2 est totalement indépendant de Mélise. Alors, dans notre stratégie, on recommande quand même, une fois sorti de Modcode 2, alors ça concerne quand même les nouveaux venus, hein, ceux qui n'ont jamais fait de MS Santé. Une fois sorti de mode code 2, on vous demande quand même d'aller valider, valider vos exigences, votre mise en œuvre, devrais-je dire, sur Mélise, voilà, sur le compte formation de Mélise. Donc, en résumé, là, c'est l'antichambre de la production, hein. Si au sein de Mélise, en vous associant à Mélise, vous arrivez à envoyer et recevoir des mails, Mélise formation, hein, je dis bien, bah, écoutez, vous
vous pouvez considérer que vous êtes prêt à faire de la MS santé en production. Alors, nouvelle question de Magali. Alors, c'est bien cela avec plusieurs personnes et cartes CPS qui puissent faire des tests sur mode code 2 pour un même produit. Ce n'était pas possible auparavant. Alors, si, c'est possible aujourd'hui. Donc, tant que ces personnes ont les droits de consultation côté convergence sur le produit, elles peuvent se connecter à Modco pour lancer des tests. Alors, petite précision quand même, Magali, puisque Modco se base sur l'analyse des logs, on demande quand même que les acteurs ne lancent pas les tests en même temps, parce qu'ils vont générer le même ID et Modco peut avoir quelques difficultés à analyser voilà, 2 jobs qui ont été lancés en même temps au niveau des logs. Et pour terminer, je vous invite fortement à consulter la documentation, voilà, qui va vous permettre quand même d'avoir une première bonne vue de Modco 2. Et au sein de cette documentation, vous avez l'adresse support. Voilà, vous avez l'adresse support pour nous contacter. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme précision concernant Modco 2. Merci, mec. Je voudrais juste revenir sur la question d'Orkel à propos des cartes CPS V3, V4. Nous, on ne va pas vous demander de faire des tests à la fois avec une CPS 3 ou une CPS 4. La version de carte CPS n'a pas d'importance dans ces tests-là. On est d'accord, Mike? Donc, que vous ayez une carte de test, une CPS 3 ou une CPS 4, vous pouvez faire les tests de la même manière avec l'une ou l'autre. Totalement en phase. En tout cas, concernant Modco 2. Bon, merci beaucoup. On peut passer à la suite du webinaire. Oui, alors on va parler rapidement de la structure des guichets Espace de confiance ProSanté Connect, structure que vous allez retrouver à partir du moment où vous avez votre dossier convergence. Donc les guichets sont composés d'un premier formulaire administratif qui va contenir les informations sur votre structure, sur votre logiciel et les contacts de votre structure. Vous allez ensuite avoir un espace de dépôt d'épreuves pour déposer les preuves qui vous sont demandées en fonction du profil qui vous correspond ou des profils qui vous correspondent. Et un dernier espace concernant l'habilitation des CPSC. Après validation de votre dossier de candidature par le collège de référencement, vous allez obtenir votre habilitation que vous retrouverez sur ce guichet, que vous pourrez venir télécharger sur ce guichet. Et chaque étape est débloquée après validation de l'étape précédente par les équipes de vérification de l'AMF. Et au slide suivant, merci. Donc là, un petit schéma qui résume ça, les preuves qui sont demandées pour l'habilitation des CPSC. En fonction donc de votre profil, soit vous êtes éditeur de logiciel utilisateur avec un proxy ou éditeur de proxy simplement, donc la première ligne. À ce moment-là, on va vous demander des preuves documentaires, on va vous demander d'être opérationnel sur le bac à sable de ProSanté Connect, donc l'environnement de test de ProSanté Connect. On va vous demander le passage dans ce qu'on appelle l'outil de conformité, donc ça c'est un petit peu comme pour Modco, ça va être une suite de tests. Donc on a un outil qui s'appelle Platine, donc c'est uniquement donc, si vous êtes proxy, si vous êtes proxy seul ou proxy intégré avec votre logiciel utilisateur, c'est uniquement dans ce cadre-là que vous aurez à passer ces tests sur l'outil de conformité Platine. Et une dernière étape qui sont les tests d'intrusion pour vérifier la solution que vous présentez. Et sur la deuxième ligne, si vous êtes éditeur de logiciel utilisateur uniquement et que vous utilisez un proxy tiers, donc ce sont les preuves documentaires, le bac à sable ProSanté Connect, mais vous n'aurez pas l'étape de l'outil de conformité qui ne concerne que les proxys. Et vous aurez également des tests d'intrusion qui sont un petit peu différents, un petit peu plus légers si vous êtes juste éditeur de logiciel utilisateur sans être vous-même éditeur du proxy. Et vous retrouvez des liens en bas, une présentation des guichets assez détaillée à l'occasion de leur ouverture. Ça présente pas mal, ça résume pas mal l'ensemble des éléments et le parcours de raccordement que vous pouvez consulter sur le portail industriel. Merci pour la suite. Donc là, un schéma général pour résumer, avec les différentes étapes. Donc le formulaire administratif,
le dépôt de preuve qui va donner lieu, la flèche qui part vers le bas, une fois que vous avez rempli les preuves du chapitre prérequis maturité technique et qu'elles ont été validées, ça va vous fournir une autorisation d'accès aux espaces de test des acteurs de l'espace de confiance que vous allez pouvoir présenter au CNDA pour utiliser leurs environnements de test. Et en fin de parcours, donc le collège de vérification qui va vous donner l'habilitation à l'espace de confiance ProSanté Connect, que vous déposerez à nouveau au CNDA pour obtenir les homologations du CNDA. Toutes ces habilitations sont un prérequis pour l'obtention de votre homologation CNDA. Et je crois que je laisse la parole à Julie pour le slide suivant. Merci. Oui, merci. Ici, un rappel sur les 4 grandes étapes du processus de conformité au CNDA. Donc une première étape d'initialisation qui comprend le dépôt de vos preuves, de votre demande, et la signature des conditions contractuelles. Une étape 2 qui est le pré-examen, où vous transmettez vos preuves de test. Une étape 3, l'examen de conformité réalisé à distance ou en présentiel. Et la 4e étape de finalisation qui aboutit à la délivrance de l'attestation de conformité et au statut certifié. Sur la slide suivante, si on peut passer à la slide suivante, on a ici, en termes de preuves, il vous sera demandé de transmettre une copie d'écran de votre espace personnel avec le nom du logiciel, le statut de votre demande au moins à l'étape pré-examen et la date de retour prévisionnelle. Cela permet à l'ANS de vérifier que le processus est déjà bien engagé. Et sur la slide d'après, vous avez un exemple de l'attestation de conformité. Voilà, merci. Ce document doit être fourni comme preuve officielle de la certification de votre logiciel auprès du CNDA. C'est tout de mon côté. Est-ce qu'il y a des questions concernant le parcours de conformité ? Il y a effectivement une question. Hop là. Quand notre LGC utilise des composants, donc c'est Benoît qui a posé la question, quand notre LGC utilise des composants pour un DADOM 8, pour NSI, etc., on n'a rien à faire côté CNDA, point d'interrogation. Tout dépend du périmètre sur lequel vous déposez vos demandes. Si en effet vous utilisez un composant additionnel, il faudra nous transmettre. Et après, si c'est pour l'INSI, sur la formulaire DMP, il est uniquement nécessaire de bien nous certifier que vous utilisez un composant soit qui est en cours de certification, soit qui est certifié. Donc, Monsieur Todd posait une question concernant l'accès aux informations Alors, d'IAC. J'ai vu aussi une question concernant l'homologation pour le dispositif Dreambox. Vous pouvez déposer votre demande pour l'homologation Dreambox uniquement si vous disposez du prérequis de maturité technique. Ah, la réponse a coupé un peu. C'était à quel sujet pour le composant INSI, c'est ça? Oui, le début de la réponse. D'accord. Ok. Donc je disais que il est nécessaire de transmettre la licence d'utilisation du composant additionnel, mais tous les justificatifs demandés sont indiqués dans le formulaire de complétude. Alors, il y a une demande d'accompagnement, en fait, plus exactement, il y a une demande, est-ce que l'on peut se faire accompagner pour savoir vraiment quoi choisir au niveau CNDA pour les référencements Ségur? Alors là, en la matière, je ne serais pas en mesure de vous informer sur le référencement Ségur. Nous, c'est un peu à la carte, donc vous avez la possibilité de choisir la conformité que vous voulez, le type fonctionnel que vous le souhaitez. Ce n'est pas forcément en lien avec les exigences Ségur.
ça, c'est vraiment à prendre connaissance auprès de l'équipe de référencement qui vous donnera les informations nécessaires aux exigences à remplir. Alors, d'une manière générale, on est soumis à l'exigence d'équité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accompagner un éditeur particulièrement. Par contre, avec l'espace authentifié qui vous sera présenté un peu plus loin, vous pourrez soumettre vos questions et on vous répondra à travers ces éléments et nos équipes experts, les éléments de questions que vous nous aurez fournis et nos équipes experts. Mais on ne peut pas vous accompagner et encore moins être contributif à une stratégie que vous auriez. C'est une question de répartition des rôles, hein, et d'équité entre les éditeurs. Néanmoins, on fait les sessions de webinaire et ensuite on fait des sessions de questions-réponses selon les tickets, c'est-à-dire les demandes qui nous sont adressées. On pourra ouvrir des sessions de questions-réponses. C'est-à-dire que quand bien même vos demandes seraient spécifiques à votre situation, donc à travers votre espace authentifié, si on voit que ces questions intéressent l'ensemble des industriels, on ouvre potentiellement une session de questions-réponses de manière à répondre à tous. Voilà. Et dans ce cas-là, on est dans le respect de l'équité. Et donc, s'il n'y a plus de questions, nous allons passer donc à la dernière étape du parcours de référencement, qui est l'attribution de référencement. Donc, une fois l'ensemble des chapitres validés et habilitation des CPSC, éditeurs et homologation CNDA obtenue, l'ANS prépare la convention de référencement, reprenant l'ensemble des articles régissant le référencement et à respecter tout au long du parcours. Donc, la convention arrivant en fin de parcours, nous vous invitons à déclarer tout changement concernant votre version, dénomination sociale ou autre, tout au long de votre parcours de référencement afin que ces modifications soient prises en compte dans la convention. Donc, une fois la convention préparée, elle vous sera transmise pour signature électronique. À noter que cette signature est un prérequis pour la présentation du dossier au collège technique de référencement. Donc, lors de cette assemblée, votre dossier sera examiné par les membres du collège qui déclareront l'un des statuts suivants, donc attribution ou non attribution du référencement. Donc, en cas d'attribution de référencement, nous vous transmettrons par mail le rapport de conformité, la convention de référencement contresignée par l'ANS, ainsi que l'attestation de référencement correspondante. Mais ces éléments seront également disponibles pour téléchargement sur la plateforme Convergence. Dans le cas contraire, la décision de non-attribution du référencement vous sera communiquée, ainsi que les raisons expliquant cette décision. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur le parcours de référencement. Je cède la parole à mon collègue Armand pour la partie accompagnement dédiée aux ENS. Merci Salma. Donc, l'espace authentifié, c'est vraiment le point d'entrée. Il faut absolument que vous ouvriez vos comptes et que vous renseigniez vos profils. Pour revenir sur le petit échange précédent concernant accompagnement et équité, à partir de l'espace authentifié, vous avez accès au formulaire et on est donc sur la deuxième ligne du slide, là, support Ségur. Donc, l'espace authentifié vous offre un point de contact formel. Vous pouvez ouvrir une demande, renseigner votre demande, mettre des pièces jointes. Sur la base des éléments de votre demande, et on vous invite à faire une demande par point de question si possible, hein, ça nous facilite ensuite l'escalade potentielle vers nos experts. Premièrement, on sera amené à vous répondre, voilà, et on a un enjeu interne de répondre dans un délai assez rapide, et pour l'instant on y arrive à peu près quand même. Et ensuite de ça, ça nous permet aussi
Si on voit que la thématique est récurrente de la part de l'industrie en général, de préparer des sessions de Ask Me Anything, comme on dit en anglais, je vous prie de m'en excuser, j'ai pas inventé, de questions-réponses pour faire en français, et du coup de présenter de manière anonyme, évidemment, les types de questions que l'on reçoit sur une thématique et de vous apporter des réponses à tous. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment à partir de l'espace authentifié que vous pouvez contacter le support Ségur. J'ai vu que dans les réponses qu'on vous apportait concernant des difficultés que vous avez sur chaque environnement en particulier, vous avez une adresse mail là, dans les réponses. Néanmoins, ça, c'est vraiment pour la partie environnement. C'est-à-dire que si vous avez un problème sur Gazelle ou si vous avez un problème sur un autre espace en particulier de travail, vous avez ces adresses mail-là. Mais si vous avez des questions plus génériques sur des exigences, sur des DSR, demain sur des appels à financement, utilisez vraiment le canal du support Ségur, hein, voilà. Et de toute façon, c'est le canal le plus facile pour ensuite avoir accès à nos équipes experts et avoir des réponses formelles de notre part. FAQ, donc là, on a, dès lors que vous aurez renseigné correctement votre profil, c'est-à-dire jusqu'au bout, quand je dis correctement, c'est-à-dire jusqu'au bout, en précisant votre dispositif. Par exemple, vous êtes sur le dispositif Dreambox en particulier. On va faire en sorte que les questions-réponses qui pourraient être nouvelles, mises à jour ou d'actualité particulière vous seront poussées. C'est-à-dire que ça ne sera pas à vous d'aller les chercher. Sur l'espace authentifié, vous pourrez en avoir tout de suite la connaissance. Donc, c'est une communication dédiée selon votre profil qui est organisée. Bien entendu, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des questions-réponses, mais si vous avez un profil bien inscrit, ça peut vous permettre d'être dans l'actualité des questions-réponses. Les webinaires, donc j'en ai parlé largement, on est là pour ça, donc le Ask Me Anything, hein, question-réponse, donc c'est vraiment l'enjeu du support que de pouvoir organiser aussi ces sessions dédiées à des thématiques de difficultés que vous rencontreriez, pardon, et du coup de le faire dans le respect de l'équité de chacun. Voilà. Donc tout ceci est à travers l'espace authentifié offert, et on peut passer au slide suivant. Donc on va faire un petit zoom. Alors, évidemment, il faut passer par ISC en premier lieu, hein, voilà. Vous ouvrez vos comptes et nous, on s'assure qu'on enrichit l'espace authentifié au fil du temps. Donc, il s'enrichit de fonctionnalités. On a pas mal travaillé notamment sur la dimension FAQ et donc dans le support qui sera à votre disposition, vous verrez ça, hein. Donc on a travaillé beaucoup à améliorer la consultation de la FAQ pour en réduire les clics initiaux. Voilà, donc ça, et vous offrir des filtres par la suite. Des informations ciblées, donc c'est ce que je disais, c'est vraiment là, l'objectif c'est de vous pousser des informations selon vos profils. Voilà. Et on vous garantit aussi que les échanges à partir de l'espace authentifié, notamment vos demandes, sont traités de façon confidentielle, évidemment. Voilà. On peut passer au slide suivant. Donc, un tableau de bord qui vous permet de suivre les actualités des couloirs et dispositifs qui vous concernent. Le calendrier, ça c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Vous y retrouvez tous les événements, notamment ce webinaire, qu'ils soient passés ou à venir publiés. Donc soit vous pouvez, pour un webinaire à venir, vous enregistrer, soit vous pouvez consulter pour les webinaires passés les supports et les replays. Donc à partir du calendrier, vous avez vraiment la totale. On y met aussi les jalons de vos dispositifs et couloirs, hein. En plus de ça, vous pouvez y suivre tous vos échanges, c'est-à-dire dès lors que vous avez formulé une demande à travers cet espace authentifié, vous avez un tableau, et on le verra dans les slides suivants, vous avez un tableau qui vous présente le suivi de toutes vos demandes. Voilà. Et vous pouvez, dans la gestion des comptes,
avoir un compte qui voit l'ensemble des demandes et pour les autres comptes, ils ne verront que leurs demandes à eux pour ne pas être noyés. Voilà. Donc, c'est vraiment un moyen d'avoir une vision globale, hein, tant sur les actualités que les événements passés ou à venir, les reconsulter et s'assurer que vos demandes sont bien prises en compte. Voilà. En plus de ça, vous avez des services qui sont accessibles à partir de l'espace authentifié, notamment Convergence, ProSanté Connect, l'Observatoire, etc. On peut passer au slide suivant. Donc le calendrier, ben voilà, j'en ai fait la promotion, hein. Là, vous avez l'exemple. Vous pouvez vous inscrire ou consulter un événement passé avec ses supports et ses replays. Vous pouvez revoir les jalons. Ça, c'est assez important parce qu'il y a quand même beaucoup de jalons et donc des fois, il est nécessaire de les réviser, de reprendre connaissance des impératifs de calendrier. Et vous avez donc un agenda personnalisé. On peut passer au suivant. Alors, vous avez aussi un tableau de bord de vos activités convergence qui vous est proposé. Donc, vous avez une visibilité synthétique de vos activités de référencement sur convergence. Et on peut passer au suivant. Vous avez aussi une visibilité de vos demandes, du statut de vos demandes, de la référence du ticket, et vous pouvez reconsulter la description de la demande que vous nous avez adressée et donc sa réponse. Donc ça, c'est vraiment un élément important, car toute réponse qu'on vous communique par ce biais-là, évidemment, engage l'ANS. Pour accéder à l'espace authentifié et bien l'utiliser, vous pouvez utiliser ce QR code que je vous invite à vraiment diffuser à vos collaborateurs, qui vous amène sur un guide qui est interactif et qui vous présente comment utiliser au mieux cet espace authentifié. J'en fais vraiment une grosse pub. En plus, c'est écrit dans le DSR, donc c'est vraiment quelque chose à mettre en place, hein. Si vous utilisez d'autres voies de communication, on ne peut pas vous garantir de tracer la gestion de vos demandes. Donc, passez vraiment par là. N'hésitez pas à ouvrir le formulaire. C'est pas, ça vous permet d'y mettre des pieds jointes et ça vous permet surtout d'être logué dans notre process de support. Je vais passer au suivant. Donc, vous avez là une présentation des différentes ressources, notamment FAQ, évidemment. Donc, elle a été retravaillée de manière à vous rendre l'accès aux questions-réponses plus direct, et néanmoins en vous proposant aussi des filtres pour cibler avec des mots-clés notamment. Toute la partie webinaire, on en a parlé, hein, évidemment. Là, vous avez l'ensemble à la fois à venir et passé. Et puis la documentation, tout ça est accessible à partir du portail et des espaces authentifiés. On peut passer à la suite. Est-ce que vous avez des questions qui seraient restées en suspens? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouvelle question? On n'en a pas eu particulièrement. Une communication officielle sera prochainement diffusée concernant la procédure d'interfaçage. Alors, de quelle procédure? Oui, Non, c'est moi passé. qui ai Pardon. répondu Très concernant bien. la question, c'est Julie, du coup, qui est concernant la procédure d'interfaçage. D'accord, ok. Écoutez, on espère que ce webinaire vous a permis d'avoir un bon panorama des différents environnements. On est conscient que, et c'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire, on est conscient que c'est un vrai, voilà, c'est une démarche avec plusieurs environnements de travail différents. On est bien conscient du fait que j'ai vu les demandes là, pourquoi est-ce que les informations disponibles sur l'un des environnements ne sont pas reprises sur les autres? Bon, c'est effectivement une des difficultés actuellement.
On est conscient de tout ça. On est à votre disposition pour répondre à vos questions qui seraient formulées à travers notamment les demandes de l'espace authentifié. N'hésitez pas, on est là pour vous accompagner tout au long de ce parcours. Le 15, il y aura des démonstrations. Donc, on va passer de cette présentation générale à des démonstrations pratiques. Voilà, donc je vous invite vraiment à assister aux démonstrations du 15, donc c'est dans pas longtemps, hein. Et du coup, on refera aussi ces démonstrations par la suite pour ceux qui n'auraient pas pu être disponibles ou qui souhaiteraient revoir, hein, et peut-être poser des questions au fil de l'eau, parce que c'est bien souvent dans le parcours que l'on apprend et que l'on se pose des questions. Voilà. On est à votre disposition. J'espère que ce webinaire a été utile. Je vous remercie beaucoup. Et du coup, je pense que... Ah, j'ai une question, hein. Quels sont vos délais de réponse? Alors, demande support via... Alors, c'est pas via IC, c'est via l'espace authentifié. On a un engagement interne, ça n'est pas un engagement contractuel, hein, soyons clairs. On a un engagement interne, c'est de traiter les demandes dans un délai de 5 jours ouvrés. Voilà. On y arrive pour la plupart des demandes, puisque on a, je regarde très régulièrement nos délais de réponse, on est à moins de 2 jours au global. Certaines thématiques aujourd'hui, malheureusement, ne rentrent pas dans ce délai-là, parce qu'elles sont nouvelles et parce que les équipes ont besoin de se renforcer. On en est désolé, mais sachez qu'on a un engagement fort avec l'ensemble des experts ici présents pour tenir ce délai. Voilà. Donc, il n'est pas contractuel, mais il est en interne. Je rends compte à la direction de ce niveau-là. On est conscient que parfois c'est pas assez rapide, hein, actuellement, et on vous prie de nous en excuser. Alors, alors ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions? Création administrative semble compliquée. Bon, euh, écoutez, je crois qu'on a abordé les questions et apporté des réponses. Je vous remercie beaucoup. Utilisez le QR code. Et puis, ah oui, merci. Mes collègues me rappellent que vous avez un questionnaire de satisfaction à votre disposition et on vous invite à le renseigner parce que ça nous permet aussi d'évaluer l'importance de mobiliser nos experts dans le cadre de telles présentations. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé et nous sommes à votre disposition par la suite.